Et donc, après cette grande carrière très brillante, nous poursuivons avec notre première table ronde qui va se dérouler en 2 temps. Nous accueillons au pupitre Monsieur Yann Guillaumard, associé chez Mazars, qui, avec Monsieur Robin Drazik, ont effectué une enquête sur le devenir des étudiants. Nous accueillons également Monsieur Arnaud Brunet, rédacteur en chef de la lettre de trésorier, accompagné de l'ensemble des intervenantes de cette table ronde consacrée au monde du travail. Charlotte Gouillard, Corinne Dielna, Anne Romé et Constance Goumand. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Non, on va en prendre un chacun, non? On va faire comme ça. Ok, c'est parti. C'est impressionnant comme mieux quand même. Hein. Bon, on nous a confié la lourde tâche avec Robin de parler de vous, de parler du master des alumni, et ça, c'est pas facile. Vous allez voir, il y a pas mal de chiffres. En tout cas, un grand merci à toutes et à tous d'avoir joué le jeu. Ce sera toujours extrêmement utile pour la profession. Et là, j'étends au-delà au métier de trésorier, de directeur financement et trésorerie. En effet, on tient à remercier tous les alumni qui ont répondu. On a eu plus de 190 réponses, mais on a forcément dû traiter les dernières de côté. Globalement, on a toutes les promotions qui ont répondu au questionnaire et on a obtenu un taux de réponse de 60%. Donc c'est super, on a une enquête représentative. Et donc, les alumni, qui sont-ils? Donc, globalement, on a autant d'hommes que de femmes. Et ils sont majoritairement présents dans les grandes entreprises, pour 67%, mais également dans les ETI, pour 17%. Et sans surprise, ils sont principalement localisés à Paris, avec près de 80% des alumni. À la question « Quel poste occupez-vous actuellement ?», vos réponses montrent une répartition qui est étonnamment homogène. Finalement, vos promotions ont irrigué, j'ai envie de dire, tous les métiers qu'on retrouve au sein d'une DFT, que ce soit sur de la trésorerie ou du financement, à l'exception de 2 métiers, et c'est assez surprenant parce qu'on le verra après, il y a une demande autour de ça, un petit peu de suspense, autour des métiers de l'IT sur la trésor, les systèmes d'information de trésorerie, et puis du credit management qui va devenir un petit peu à la mode, je pense, dans pas longtemps. Voilà. En matière de répartition homme-femme, on a aussi constaté que la répartition dans les métiers elle pouvait finalement varier. En effet, sur les postes par exemple de cash manager et responsable ou gestionnaire back-office, on remarque qu'on a une présence pour 60% de femmes, contre par exemple des postes de consultants où on a une présence majoritaire d'hommes à 59%, et également de front officer avec une présence majoritaire d'hommes pour 60%. Voilà, puis on en atteste bien avec Robin, puisque nous sommes tous les 2 consultants. Voilà, donc 2 hommes, on s'est fait la réflexion tout à l'heure, on a trouvé ça assez marrant. Voilà, mais il y a quand même beaucoup de femmes aussi dans l'équipe, je vous rassure. Ici, on parlait de rémunération, parce que ça, je pense, ça va intéresser pas mal les gens dans la salle. Du coup, on a représenté les rémunérations par fourchette. Donc là, on peut vous le présenter. On peut quand même noter qu'un étudiant qui a été très récemment promu dans le master a mentionné une rémunération de plus de 140 000 € annuels. Donc évidemment, on l'a mis de côté pour l'étude du cas. Peut-être qu'il voulait dire quelque chose à son chef? Ce n'était pas moi. Ah. Bon, bah écoute, tant mieux. Non, mais plus sérieusement, les rémunérations sont très concentrées entre 40 et 80 000 € annuels. Et on remarque quand même que 25% des alumni gagnent plus de 80 000 € annuels. Et ensuite, au niveau des métiers, on remarque certains plafonds, et principalement sur le cash management, où les rémunérations varient entre 40 et 100 000 € annuels, contre certains profils comme le front office ou même les managers, directeurs de trésorerie, où on peut atteindre des rémunérations supérieures à 140 000 € annuels. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir sur l'écran, il y a quand même quelque chose qui nous a particulièrement surpris et pour ne pas dire choqué. C'est qu'en fait, malgré une répartition homme-femme équivalente dans chaque promo, on a 50-50, on a une différence de rémunération de 12 000 € pour les femmes. Et ça, effectivement, c'est pas normal parce que c'est dans le mauvais sens. Voilà, donc je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut tous se dire collectivement, pour ceux qui ont des postes à responsabilité notamment, qu'il faut lutter. Voilà. Il y a un autre élément qui est assez étonnant, on reste un peu plus longtemps sur ce slide, mais après on se dépêche, promis, parce que je pense qu'elle intéresse tout le monde, c'est après 7 ans d'expérience, on a beaucoup plus de volatilité sur les tranches de rémunération qui ont été, entre guillemets, soumises dans le cadre du questionnaire.
C'est un élément effectivement qui est assez intéressant parce qu'on voit une évolution assez significative finalement des rémunérations après ces quelques années d'expérience. Ce qui du coup est une excellente nouvelle pour la promotion 2017 puisque vous rentrez dans la 7e année l'année prochaine. Et ensuite, du coup, dans une étape suivante, on s'est intéressé aux aspirations des alumni et surtout concernant leur évolution. On s'est intéressé à 2 éléments. D'une part, le domaine d'évolution, donc la trésorerie ou autre, et également leur mobilité dans les entreprises. Donc là, on a eu des résultats très intéressants puisqu'on s'est rendu compte que 72% des alumni souhaitent rester dans le domaine de la trésorerie, avec une prépondérance des promotions récentes qui semblent en tout cas plus attachées à la trésorerie, puisque 82% de ces promotions souhaitent rester en trésorerie, contre seulement 65% des anciennes promos. Et concernant la mobilité entre les entreprises, là pour le coup c'est l'inverse. Globalement, on a 55% des alumni qui se sentent prêts à changer d'entreprise pour évoluer. Et parmi les alumni qui souhaitent évoluer, on remarque en fait qu'il y a une grosse prépondérance des jeunes promotions, puisque dans les derniers promus, on remarque qu'il y a 61% des alumni qui souhaitent changer d'entreprise dans le cadre de leur évolution, contre seulement 29% dans les anciennes promotions. Ça, je pense que c'est un sujet qui est hyper intéressant pour la table ronde juste après. Et quand on s'intéresse au poste, un peu plus finement dans le détail, il y a une forte stabilité dans les métiers du conseil, un petit peu moins en réalité au sein des entreprises en général, mais c'est pas surprenant non plus parce qu'il y en a beaucoup plus. Donc forcément, on a un effet de masse qui tend un petit peu l'échantillon. Et puis, il y a une chose qui nous a vraiment étonnés, mais qui finalement reflète quelque chose que nous, on perçoit en tant que conseil sur le marché, c'est qu'aujourd'hui, dans les répondants, il y a 3 personnes qui font du management de transition, qui font du freelance, comme on dit maintenant. Et bien là, dans les souhaits d'évolution, il y en avait 17 qui le mentionnaient. Et donc là, c'est significatif. Évidemment, ça se porte plus sur les promotions qui commencent à avoir un petit peu de bouteille, mais voilà. On a également un répondant sur 2 qui nous a indiqué à la question « Est-ce que vous éprouvez des difficultés à recruter dans vos services ?» Il nous a indiqué qu'il y avait effectivement des difficultés complexes et une pénurie qu'on voit concrètement sur le marché de la trésorerie et du financement de manière évidente. Et quand on regarde à l'intérieur des 50% des personnes qui ont répondu oui à cette difficulté, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a 2 moyens pour éventuellement envisagés, on va dire, pour pouvoir combler cette pénurie de ressources. Et ces 2 moyens-là sont plutôt de court terme. C'est-à-dire qu'on y voit les consultants, les alternants, les stagiaires. On n'est pas sur quelque chose de plus construit, de plus structurel. Et puis, il y a pour 20% des répondants dans les 50, là, on évoque aussi une hausse de salaire. Bon, on voit très clairement qu'ici, il y a une tendance où on ne voit pas encore très clair la façon dont évolue le marché de l'emploi, en tout cas sur nos métiers. Ça tangue un peu. On voit bien que c'est difficile de recruter et de faire venir dans nos sections. Enfin, on s'est intéressé aux évolutions du métier de trésorier, que ce soit le poste, mais également l'environnement. Donc, parmi notre panel d'alumni, on s'est concentré sur les promotions les plus aguerries de 2008 à 2015, de façon à avoir des résultats un peu plus viables. Et concernant les événements marquants qui ont marqué les trésoriers dans les 10 dernières années, pour presque une majorité, en fait 45% des répondants indiquent les crises de 2008 et de 2011, et également 72% des répondants évoquent les taux négatifs. Et concernant les évolutions du métier, on a une réponse plutôt similaire sur la partie outils et également le positionnement du service trésorerie dans les directions financières, puisque pour ces 2 réponses, on a obtenu 27% de réponses. Voilà, du grain à moudre pour la table ronde numéro 2. Du coup, je fais rapide parce que le temps passe très très vite et je vais laisser à Arnaud et à notre équipe de table ronde, notre panéliste, le temps de pouvoir répondre. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est quand on regarde les enjeux de demain. Donc ça, ce sera pour la table ronde numéro 3. C'est très dilué dans la répartition des enjeux. Il y a eu beaucoup de réponses différentes. Mais on note toutefois quelque chose d'assez surprenant, c'est l'intelligence artificielle qui arrive en premier parmi 23% des répondants. Le taux et l'inflation, évidemment, autour des 20% aujourd'hui, et les recrutements, 6%. Ah. Bon, évidemment, on ne peut pas mentionner le master sans mentionner Erwan, donc on le remercie pour cette conférence et pour la formation qu'il propose.
encore une petite minute, toute petite, et on vous passe la main. Ouais. Et pour parler plus concrètement des atouts du master du point de vue des alumni, on a évoqué la question de l'insertion auprès de ces alumni, et à 67%, l'alternance est le facteur principal qui facilite l'insertion. Et ensuite, on a évoqué les enseignements à renforcer, puisque les cours sont très divers, mais les temps changent également. Et donc à 31%, les alumni ont évoqué l'IT Treasury, qui fait également référence au poste qu'on a pu voir précédemment. Et ensuite, 28% évoquent les politiques de financement qui correspondent également au temps actuel. Et également 15% qui évoquent le management de projet qui peut s'appliquer dans l'IT Treasury, mais également dans d'autres sujets. Si je devais prendre 3 petits points pour la synthèse, la première chose, c'est il existe un réseau d'alumni sur la trésorerie au sein de votre master qui est à la fois dense et profond. Il est particulièrement bien déployé dans tous les métiers de la trésorerie et ça, je trouve ça absolument génial. Et c'est vrai aussi dans les secteurs, que ce soit dans l'industrie ou ailleurs. Il y a des enjeux massifs à adresser. Ils sont devant nous, on va en parler beaucoup cet après-midi, et les trésoriers ne vont pas manquer de travail. Par contre, on manque de ressources, et donc la formation est évidemment clé. Donc merci en tout cas à ce master d'exister, à l'équipe pédagogique de le faire vivre, et aux étudiants d'y venir. Voilà, je vous passe la parole. Merci beaucoup Yann et Robin pour cette enquête très riche d'enseignements qui va probablement irriguer tous les travaux de cet après-midi. Et puis, quel formidable instrument de valorisation pour ce master, à la fois pour les anciens et pour ceux qui s'apprêtent à y rentrer ou ceux qui y sont déjà. Alors, nous avions prévu d'effectuer un haka à la manière All Black, mais l'organisation nous a dissuadés de le faire. Bon. Donc, du coup, nous allons entrer directement dans la mêlée, sans échauffement. En préparant cette table ronde, je pensais à des propos de Gérard Soularue, un ancien président de l'Association française des trésoriers d'entreprise, très fidèle à Danone, et parmi les personnalités de place qui laissent une trace durable. Gérard prétendait, je le cite, que la technicité financière ne suffit pas à faire du trésorier un bon professionnel. Il faut aussi mobiliser des capacités d'analyse et d'écoute et acquérir ou développer le sens du leadership. Dont acte, mais vous conviendrez que jusque-là, rien de très surprenant. Mais, poursuivait Gérard, il n'est même pas certain que la compréhension intime des arcanes de la tuyauterie financière soit un prérequis. Et il illustrait son propos en narrant un épisode de sa vie. Cela se passe à la direction financière de Feu Alpha-Aquitaine, où l'on l'avait chargé d'édifier un jeune Anglais, frais émoulu de Cambridge, jeune Anglais qui avait étudié le droit et surtout l'histoire, mais ni l'économie et encore moins la finance. Au bout d'un an, raconte Gérard, il en savait autant que moi en matière de finance. Je rappelle, pour ceux qui ne le connaissent pas, que Gérard était ingénieur et qu'il était passé par l'ESSEC. Ce jeune homme, j'en reviens au jeune homme frais émoulu de Cambridge, Justin Welby, fit ensuite des études de théologie, sera nommé archevêque de Canterbury en 2013, présidera aux funérailles d'Élisabeth II et couronnera Charles III. Coïncidence. Alors, on peut bien entendu, ne pas partager l'avis de cet ancien président de la FTE, mais son propos a le mérite de signaler que quand on parle du trésorier, de sa formation, de la façon dont il se fraye un chemin professionnel ou encore de l'après-trésorerie, car oui, ça existe, il n'y a pas un seul point de vue et que cela mérite des discussions, ce que se propose de faire cette table ronde entièrement féminine, intitulée « Quel parcours pour les diplômés du master, attentes, perspectives et débouchés ». Par ailleurs, et enfin, nous n'avons peut-être pas tous l'agilité intellectuelle de l'archevêque de Canterbury. Il nous faut donc étudier, par exemple en alternance, dans le master de trésorerie de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, dont 2 diplômés, Constance et Corinne, sont ici avec nous autour de ce tour de table.
que je vais rejoindre tout de suite. Nous commençons avec vous, Charlotte. Votre entreprise, Mazars, compte quelque chose comme 4000 salariés en France et recrute plus de 1000 jeunes talents, et même beaucoup plus, il me semble. Je suis un petit peu en dessous du compte, tous les ans, chaque année. Autrement dit, en tant que directrice du recrutement, vous avez du pain sur la planche, ça c'est certain, mais vous êtes aussi particulièrement bien placée pour nous dire quels sont les profils recherchés, que vous recherchez, mais aussi d'évoquer les attentes des jeunes candidats, attentes qui, on peut le supposer, varient dans le temps. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette introduction. C'est tout à fait juste. En effet, plus de 1000 recrutements par an de jeunes talents, stages, alternants et jeunes diplômés. Alors chez Mazars, ce qu'on recrute en effet le plus, ça va être des profils de consultants, d'auditeurs, dans lesquels on va retrouver nos équipes trésorerie dont vous avez pu prendre connaissance tout à l'heure, en tout cas d'une partie de l'équipe. Donc voilà, on est sur des métiers qui sont en tension. Les métiers de la finance sont souvent en tension. Donc voilà, on recrute beaucoup en volume, c'est vrai, mais on est sur un marché de l'emploi dont on parlera tout à l'heure, qui est quand même extrêmement dynamique, mais en même temps extrêmement tendu aussi. C'est ce qui est un petit peu antinomique et assez intéressant dans la dynamique actuelle. Si je m'attarde un petit peu sur les attentes de ces jeunes talents qui rejoignent vos et nos entreprises, il faut savoir que déjà Gen Z et Gen Y, ils représenteront à peu près 75% de nos entreprises en 2030, donc c'est quand même significatif, et c'est pour ça qu'il faut s'attarder un petit peu à savoir qu'est-ce qui les motive, quels sont leurs leviers de motivation, qu'est-ce qui fait qu'ils vont choisir une entreprise, une équipe plutôt qu'une autre. Il y a des éléments assez saillants, je trouve, et qui sont propres à ces générations. La première, c'est le rapport à la hiérarchie. Historiquement, le manager, c'est un manager sachant, il porte la connaissance, le savoir, et donc le jeune qui rejoint cette équipe est là pour avoir cette transmission de connaissances, apprendre à ses côtés. La jeune génération, aujourd'hui, en fait, ils ont tout un tas de moyens d'apprendre. Bon, déjà, le master, bien évidemment, mais aussi tout ce qui va être certificat en ligne, auto-formation, il y a plein de choses en open source, il y a des tutos, etc., qui permettent aujourd'hui d'apprendre tout un tas de choses et de commencer à acquérir des connaissances sur des sujets parfois même très techniques. Et donc, ils n'attendent plus de leur manager d'avoir un manager qui leur apprend quelque chose et qui est le détenteur du savoir. Ils attendent plus le manager coach. Et donc, pour les générations qui sont peut-être dans cette posture managériale aujourd'hui et qui recrutent dans ces équipes, c'est ce sujet de il a besoin d'être accompagné, il a besoin d'être conseillé, d'être questionné, d'être challengé. C'est ce qu'il va attendre. Il va aussi attendre de son manager le côté très vecteur de lien social. Ce qui est assez marrant dans cette génération, donc voilà, c'est à la fois ce côté solitaire, mais en même temps aussi un fort besoin de collectif. Et ça, c'est le rôle du manager aussi dans cette génération, c'est d'apporter ce lien, ce collectif nécessaire, en effet, à ce que il se sente bien dans l'équipe dans laquelle il est, mais aussi dans l'entreprise dans laquelle il se trouve. Et voilà le nouveau rôle du manager aussi dans les attentes, en tout cas, de ces jeunes talents qui nous rejoignent. Un deuxième élément qui me paraissait hyper important, c'est le sujet de flexibilité et d'autonomie. Alors, qu'est-ce qu'on entend par flexibilité et autonomie? Beaucoup de choses. On entend bien évidemment le classique, le sujet du télétravail, le sujet de cette flexibilité de je peux travailler de là où j'ai envie, de l'entreprise, de chez moi, d'un espace de coworking, de France, de l'étranger. Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup, cette possibilité d'avoir le choix de travailler là où il a envie. Il y a une autre chose qui était assez intéressante dans des études qu'on a menées aussi chez Mazars, c'était le rapport au contrat de travail. Et c'est assez marrant de voir que le freelancing revient en effet dans les statistiques de manière assez importante là dans les générations. En effet, les nouvelles générations ont ce rapport au travail qui est de se dire le CDI,
pourquoi pas, mais on sait que c'est quelque chose qui n'est pas forcément, qui va pas forcément perdurer, qui va peut-être disparaître. Et donc, ils sont très ouverts sur les sujets d'intérim, de CDD, de freelancing, bien sûr. Et quand on voit les tensions du marché qu'expose l'étude tout à l'heure, on voit qu'en effet, quand on est face à une pénurie de marché en termes de main-d'œuvre, on fait appel à des consultants, à des freelances. Et donc, ça montre aussi cette dynamique du marché. Donc ça, je trouvais ça très intéressant aussi à partager. Et puis sur la flexibilité et l'autonomie, c'était aussi le rapport au travail, c'est-à-dire à l'équilibre entre sa vie pro et sa vie perso. Ça, c'est quelque chose qui est très prégnant dans les nouvelles générations. D'ailleurs, pour la génération sortante, j'ai une statistique qu'on n'a pas partagée, mais que je trouvais très intéressante. Un tiers de la promotion sortante, j'ai appris, part faire un road trip en Asie, dans le master Trésor. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et du coup, ça montre aussi que, en fait, cette génération, elle a un rapport au travail totalement différent. C'est-à-dire que le travail n'est pas au centre de leur réalisation. Ils ont envie de se réaliser par d'autres choses. Le voyage, notamment, la découverte. Alors, j'imagine que le Covid a un petit peu un effet là-dedans aussi, mais voilà, c'est quelque chose qui est assez important. Et je trouve que, du coup, cette génération, elle a particulièrement ce rapport au travail-là avec l'équilibre vie pro-vie perso, parce qu'en fait, ils sont dans un environnement hyper chahuté dans le monde du travail, de crise, en effet, crise économique, de crise sanitaire, de compétences qui vont être de plus en plus obsolètes rapidement. Et donc, cet attachement au travail aussi, elle est liée à cet environnement qui est très fluctuant, très instable. Deux autres points qui me paraissaient hyper importants sur les attentes, c'était la notion de sens. En effet, ça c'est une génération qui l'a remis, j'ai envie de dire, au centre des préoccupations. Je ne dis pas que les autres générations n'avaient pas ce besoin de sens et ce besoin d'impact et d'utilité, mais c'est vrai que c'est très saillant dans cette génération-là de savoir à quoi ça sert ce que je fais, quel est mon impact, pourquoi je le fais. Ça c'est très important d'avoir cette vision pour eux. Et on parlait tout à l'heure de culture d'entreprise, en effet dans le propos introductif, et en effet, moi, je trouve, mais Anne, tu pourras peut-être corroborer mes dires, mais c'est très important d'être aligné en effet avec la culture d'entreprise, avec ses valeurs. Et de plus en plus, je trouve les jeunes générations se rapprochent d'entreprises dont ils sont proches en termes de mindset, en termes de valeurs, en termes d'accomplissement, parce que c'est quelque chose qui leur est auquel ils sont particulièrement attachés. Le dernier point, mais là qui est plus un effet marché, c'est pas vraiment une attente, mais c'est un effet marché, un vrai souhait de valorisation des compétences, et donc le sujet salaire revient beaucoup aussi auprès de cette jeune génération. Alors ils sont dans un contexte inflationniste, etc., mais le sujet salaire est aussi très important. Et je reviens sur le sujet rareté des profils en trésorerie, parce que ça c'est une réalité aujourd'hui, hein. On a des difficultés de recrutement sur ces métiers-là, quel que soit le niveau d'expérience, je pense. Et donc, du coup, on a très peu de formations quand même qui forment à la trésorerie, donc les professionnels de demain en trésor. Et la rareté crée aussi une rémunération qui est forcément plus haute, qui doit se positionner plus haute pour valoriser cette rareté des compétences. Et donc, ça, c'est un sujet aussi qu'ils mettent souvent sur la table quand ils viennent nous voir en entretien. C'est un sujet qui est assez prégnant. Merci Charlotte. J'allais vous poser une question sur la crise du recrutement. Parmi les trésoriers, ceux qui sont responsables, certains en font état, pas tout le monde, ça divise un peu la communauté des trésoriers. Alors c'est formidable parce que vous répondez aux questions avant qu'on vous les pose. Donc ce qu'il faut retenir, c'est souplesse un peu à tous les étages, sens donné à son travail, accompagnement, et Benoît de Jevigny nous avait déjà instruit de ça, culture d'entreprise probablement de plus en plus important. Merci beaucoup Charlotte. Merci. Corinne, vous êtes une ancienne du master. Vous avez obtenu le diplôme il y a une dizaine d'années. Peut-être vous l'a-t-on remis ici, dans cet amphithéâtre de prestige très impressionnant. C'est l'usage ici à Paris 1. Et vous avez déjà un peu roulé votre bosse, si vous me passez cette expression, si bien que vous êtes en position de recruter de plus jeunes gens que vous. Donc, pouvez-vous d'abord nous dire, Corinne, nous donner la position de l'employeur que vous êtes, puis nous dire si, à votre avis, les attentes des jeunes diplômés ont évolué depuis que vous l'étiez vous-même. Alors, bonjour à tous. Merci pour ces questions. Je vais d'abord me positionner côté employeur, du coup. Aujourd'hui, en tant qu'employeur, pour rejoindre ce qu'on vient de se dire, on essaye de s'adapter. Alors, on a déjà le point de la pénurie
pénurie des candidats. Voilà, on est sur un métier rare avec peu de formation, avec peu de candidats et une abondance d'offres. Donc pour s'adapter en tant qu'employeur, on s'ouvre un petit peu plus au profil. C'est-à-dire qu'on va être moins rigide, on va se positionner, comme on vient de le dire aussi, plus comme un coach. Donc on va prendre des profils qui n'auront pas forcément le parcours académique qu'on aurait exigé il y a quelques années, qui n'ont pas forcément le bagage théorique, mais on va chercher des candidats qui ont envie d'apprendre, qui ont, comme on dit souvent, une tête bien faite. Et qui vont être capables de s'adapter et de s'intégrer dans l'entreprise. Parce que côté candidat, maintenant, parce que comme on vient de le dire aussi, on a beaucoup de possibilités. Côté candidat, on va chercher un environnement plus que avant. Alors pour être très simpliste, avant on regardait en tant que candidat un package de rémunération et une fiche de poste. Aujourd'hui, en tant que candidat, on va regarder comment cette entreprise, cette mission que je vais choisir, elle va s'intégrer globalement dans ma vie. Comment elle va participer à mon épanouissement, au fait que je vais grandir, à me rendre la vie facile, pour ne pas y laisser toute mon énergie, parce que j'ai aussi envie de garder mon énergie pour ma vie personnelle. Et donc, ce qu'on va rechercher, c'est de la valeur ajoutée sur du temps libre. Donc, comment l'entreprise m'aide à faire plus de sport avec des salles de sport. Comment elle va m'aider à organiser mes corvées personnelles pour me dégager du temps. Est-ce qu'il y a une conciergerie? Est-ce qu'il y a aussi des événements qui sont proposés pour qu'on puisse sociabiliser, rencontrer des personnes, enrichir notre réseau? Donc, c'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble auquel on essaye de s'adapter en tant qu'entreprise. Donc, on a des facilités quand on est dans un grand groupe. C'est vrai à proposer ce type d'offre parce qu'on a énormément de salariés et donc c'est beaucoup plus simple. Après, on vient de le dire aussi, la trésorerie, souvent, c'est une petite équipe d'experts. Donc, dans un grand groupe, on va avoir une petite équipe avec des spécificités, des attentes qui lui sont propres. Un sujet rémunération aussi, qui en moyenne, dans une direction financière, se situe plutôt en haute fourchette. Et faire passer ce message à nos grands groupes pour être aussi flexible qu'on le veut, pour pouvoir offrir à ces candidats en trésorerie qui viennent de masters prestigieux comme celui de la Sorbonne, des réponses en termes de rémunération, en termes d'environnement qui répondent à la demande, c'est aussi quelque chose de challengeant quand on cherche à recruter et quand on est manager dans ce type de structure. Merci beaucoup, Corinne. Nous restons avec vous. La trésorerie comporte de nombreux volets. On ne les énumère pas tous, cash management, gestion des risques, financement, contrôle, gestion des systèmes d'information, etc. On peut choisir, par ailleurs, de devenir un expert dans un domaine ou, comme le Dr House de la fameuse série télévisée, être un super généraliste, un médecin interne, comme on dit dans le domaine de la santé. Donc comment appréhende-t-on son cheminement professionnel dans ce métier à plusieurs sous-compartiments? Alors là, je vais aborder la question sous l'axe de l'abondance des offres. Parce que l'abondance des offres, l'attention en termes de recrutement, le fait d'être un candidat et d'avoir une multitude de possibilités, fait qu'aujourd'hui, on peut se construire un parcours qui nous permet un peu de tester les différentes parties d'une trésorerie, différents types de structures, différents types de contextes. Et finalement, on n'est pas obligé de choisir. On n'est pas obligé de choisir. On peut se construire un parcours qui va nous permettre de découvrir pendant certaines années ce qu'on faisait un petit peu classiquement avant quand on choisissait la voie du consulting. On se disait, voilà, je vais choisir le consulting parce que je vais avoir accès à travers ma palette de missions à différentes spécialités, à différents types d'entreprises. Et puis finalement, au bout de 4, 5 ans, 7 ans, quand je serai senior, j'aurai vu tout ça. Finalement, l'abondance d'offres, si on est raisonnable, si on ne tombe pas dans le cliché négatif de la volatilité qui induit de l'instabilité, on réussit à se construire un parcours qui, assez rapidement, brique par brique, va nous permettre de découvrir des choses et aussi de franchir ces caps dans la carrière qui nous permettent de grandir vite. Grandir vite, rester dans une dynamique où on apprend tout le temps. On l'a entendu au moment de l'introduction, c'est important d'être dans une dynamique où on apprend, ou du moins où on a l'impression d'apprendre.
et donc de se construire son parcours. Donc voilà, c'est comme ça que je réponds à cette question. Très bien, merci beaucoup Corinne. C'est un tableau assez agréable. J'imagine que les étudiants en formation en ce moment, en alternance, boivent du petit lait, parce que c'est quand même plutôt agréable pour eux. Corinne, une dernière question pour vous. On vous renvoie maintenant à vos chères études. Avec le recul, une dizaine d'années, je le disais tout à l'heure, quel regard portez-vous sur l'apprentissage ? Est-ce qu'il y a d'autres moyens d'apprendre un métier que celui de l'alternance ? Alors oui, donc classiquement, mon regard sur l'apprentissage, on connaît globalement les bons côtés qui sont une rémunération pendant ses études qui nous permet de ne pas cumuler des jobs qui ne sont pas forcément en adéquation avec ce qu'on apprend dans un parcours académique. On a la possibilité aussi de sortir d'un master prestigieux comme celui de la Sorbonne avec cette première expérience, donc on est plus employable tout de suite. Et puis le pendant de tout ça, c'est voilà, il faut être capable de mener de front ce travail en cours à l'école académique avec un directeur de master qu'on connaît tous et qui est très, très intransigeant là-dessus, et aussi de réussir cette première expérience professionnelle. Le petit plus que j'y ajoute, c'est que on a cette première expérience professionnelle dans un cadre privilégié, parce qu'on a accès à des professeurs qui sont soit des professeurs académiques, soit des professionnels qui peuvent nous aider dans cette gestion de l'apprentissage. On a aussi accès, dans le cadre de l'entreprise, à des professionnels qui sont, eux, dans le marché, qui vont nous donner des conseils, nous orienter et aussi nous aider dans notre parcours académique, tout ce qui est travaux, cours, etc. Donc c'est vraiment un cadre privilégié qui fait que cette première expérience, finalement, qu'elle ait plus ou moins de mauvais côtés, parce que le monde n'est pas parfait et qu'il y a des alternances qui se passent plus ou moins bien, nous permet quand même de se concentrer sur les bons côtés et vraiment d'en ressortir quelque chose de positif dans ce cadre privilégié. Très très bien, parfait. Merci beaucoup Corinne. Nous allons faire maintenant un mini-saut générationnel avec Constance. Constance, vous êtes vous aussi passée par le master de Paris 1 Panthéon-Sorbonne il y a 4 ans. 4 ans, hein, Oui, 2018. 2018. Vous avez ainsi déjà une idée assez précise de ce qu'est la trésorerie. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui rend si attachant ce drôle de métier assez confidentiel, il faut bien le reconnaître tout de même? Alors tout à fait. Après, je vais peut-être pas être objective parce que en effet, j'ai fait le master de trésorerie et depuis 5 ans maintenant, je suis dans le domaine de la trésorerie, donc je vais essayer d'être le plus objectif possible. Mais le domaine de la trésorerie, comme on en a parlé tout à l'heure, c'est un domaine très vaste, très technique, qui est en constante évolution et qui suit l'actualité économique et financière. Donc avec des problématiques qui au fil des années sont différentes et qui ensuite demandent aux trésoriers, aux professionnels du monde de s'adapter et de pouvoir faire face à ces nouvelles problématiques. Donc par exemple, on a eu toute la mise en place du réseau SWIFT il y a un petit moment, avec la dématérialisation des paiements, et ensuite maintenant des nouvelles problématiques pour lesquelles nous ne sommes pas totalement encore confrontés, mais ça va être ce qui est autour de la blockchain, de l'intelligence artificielle. Donc c'est des sujets qui vont peut-être être abordés tout à l'heure dans la table ronde numéro 3, il me semble. Mais du coup, même si le monde de la trésorerie s'est un peu démocratisé au fil des années avec des masters qui se sont développés, donc la Sorbonne maintenant c'est en 2 années, avant c'était en 1 année, c'est pour répondre derrière à tous ces besoins des corporates ou des cabinets d'audit, etc. Ça reste quand même un métier de niche dans lequel, comme on l'a vu également tout à l'heure et que Charlotte en a parlé, où il y a une offre qui est bien plus importante que la demande. Alors du coup, ça va peut-être pousser
les étudiants et les jeunes diplômés à être plus volatiles parce que ils auront des opportunités à droite à gauche, mais il faut surtout faire attention à cela. Le monde de la trésor, ça reste un domaine très très riche où on va continuer d'apprendre au quotidien, et donc c'est pas en changeant d'entreprise tous les ans ou tous les 2 ans qu'on va forcément apprendre de nouvelles choses dans ce domaine. Merci Constance. Jolie défense et illustration de la profession et du métier de trésorier. Encore vous, Constance, hein. Comment organise-t-on son parcours professionnel ? Même si le vôtre est court pour l'instant, mais vous y pensez tout de même. Et auriez-vous, le cas échéant, des conseils à prodiguer aux nombreux étudiants qui vous écoutent attentivement ? Du coup, en effet, de ma courte expérience, je n'ai pas le savoir absolu et les connaissances absolues dans le domaine. Mais déjà, je l'ai toujours pensé, le parcours professionnel se construit grâce à des opportunités et à une histoire de timing. Pour moi, c'est vraiment ça. Ça s'est concrétisé de mon côté il y a 3 ans quand j'ai rejoint Saint-Gobain. C'était une question d'opportunité, de timing. Ça matchait très bien et voilà, je suis maintenant très contente d'être chez Saint-Gobain. Mais au-delà de ça, il faut, au-delà des opportunités et vu qu'on est dans un monde où il y a énormément d'offres, il faut faire attention à ne pas sauter sur n'importe quelle offre. Et au début, on a surtout cette impression, on se fait chasser à droite à gauche par des cabinets de recrutement. On est jeune, on est tout content, mais il faut vraiment réussir à matcher, il me semble, 3 critères selon moi, qui sont ce que j'ai connu et ce que je sais, ce que je suis et ce que je veux. Donc ces 3 critères selon moi pour choisir si on va vouloir aller dans une autre entreprise, se faire débaucher ou rester dans un job et y passer encore 3 ans, ils doivent respecter ces 3 critères qui sont fondamentaux, puisque avec l'expérience qu'on a acquise au fur et à mesure des années, on se construit personnellement mais aussi professionnellement. Et on va ensuite pouvoir avoir une idée plus précise de le métier vers lequel on veut se tourner, le métier vers lequel on veut s'épanouir un petit peu plus, découvrir un petit peu plus, parce que de nos expériences acquises, on aura su que certaines appétences, on aura découvert certaines appétences dans certains domaines et qui matcheront avec notre caractère, donc dans lequel on a des soft skills qui sont importantes à lier avec notre monde professionnel. Bravo Constance, un strike jusqu'ici. Donc une question difficile pour terminer. On va vous demander de lire dans une boule de cristal ou dans le marc de café, si vous préférez. Là, on vous laisse le choix. Idéalement, Constance, où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans, 10 ans, voire plus, je ne sais pas, professionnellement, bien sûr. Alors, Daniel, dans 5 ans, évidemment, chez Saint-Gobain. Non, tout ça pour dire que ça fait... j'ai passé 3 ans chez Alstom, dont 1 an en alternance au middle office, et ensuite, ça va faire 3 ans que je suis au middle office de Saint-Gobain, dont 2 ans en responsable de l'équipe. Donc ça a été une expérience très très enrichissante chez Saint-Gobain, puisque en fait, au-delà du fait que je suis restée dans le même domaine, dans le même métier qui est le middle office, je suis devenue responsable d'une équipe. Donc j'ai pu développer des compétences managériales qu'on n'apprend pas forcément dans le master de trésor, parce que c'est pas un master de gestion, c'est ou un master de RH, je ne sais pas, Erwan. mais du coup, c'est des compétences qu'on développe sur l'État et que je trouve très enrichissantes et qui apportent vraiment quelque chose
personnellement et aussi professionnellement parlant. Donc dans 5 ans, j'ai déjà fait 3 ans au middle office de Saint-Gobain. Je ferai pas 5 ans de plus au middle office de Saint-Gobain, mais en tout cas, je trouve que, comme on disait tout à l'heure, la volatilité d'un trésorier, il faut faire attention, et parce que on a la chance d'être dans des grands groupes. On a vu tout à l'heure que c'était, il me semble, 70% de trésoriers qui sont dans des grands groupes. On est dans des grands groupes, ça a beau avoir ses avantages, ses inconvénients, chacun a son opinion, mais en termes de rien que dans le domaine de la trésorerie, dans un grand groupe, il y a plein de choses à apprendre, plein de métiers différents qui sont tout aussi riches les uns que les autres, et du coup qui permettent, si on reste dans le domaine de la trésorerie au sein de son entreprise, d'avoir une vision plus globale du département de trésorerie dans lequel on est. Et parce que quand on est à un poste dans le département de trésorerie, on n'a pas forcément une autre vision qu'un front office ou un cash manager aurait, et donc ça apporte vraiment ce côté d'avoir une vision plus globale et une meilleure compréhension d'un département de trésorerie en règle générale. Donc après ma petite expérience, je prône quand même pour dire que c'est très enrichissant aussi de rester dans une même entreprise et d'aller dans un autre poste. Merci beaucoup, Constance. Alors, je note que vous n'avez pas besoin de faire un master de ressources humaines, si ça existe, pour être diplomate. Donc ça, c'est déjà acquis chez vous. On passe à vous, Corinne. On revient à vous plutôt. Même question pour vous. Qu'avez-vous en tête professionnellement quand vous vous projetez dans l'avenir ? Alors moi, j'ai pas la même approche et le même parcours que ma camarade Constance, parce que j'ai dans mon parcours plutôt regarder les opportunités qui sont liées à cette abondance d'offres et à la volatilité. Donc j'ai plutôt un parcours où j'ai fait du grand groupe, de la spécialité, et puis aussi de l'ETI, des postes généralistes. Et donc c'est par cette approche-là finalement que j'en viens à cette vue d'ensemble et cette expérience d'ensemble de la trésorerie. Donc c'est plutôt à travers la variété de mes expériences que je me retrouve aujourd'hui dans une position où, à 5 ans, si je prends le premier palier, les portes qui s'ouvrent à moi aujourd'hui, c'est des postes généralistes dans des ETI, des postes de spécialistes dans des grands groupes. Je suis dans le pourcent, il y avait 1% sur l'IT trésorerie, alors j'y suis arrivée aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je suis sur l'IT et les projets en trésorerie. Et ça m'ouvre aussi des portes côté banque et côté consulting. Donc l'option privilégiée pour moi aujourd'hui à 5 ans, c'est peut-être un retour à l'ETI, sur un poste plus généraliste. Et à 10 ans, j'envisagerais, je pense, de sortir de la trésorerie. Bouh. Donc voilà, j'envisagerais, je pense, de sortir de la trésorerie et évoluer dans d'autres métiers. Et là, pour le coup, c'est un peu loin parce que, comme on se le dit, il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup d'opportunités. C'est un métier qui bouge tout le temps. Donc 10 ans, ça me paraît très loin, en fait. Heureusement, merci beaucoup. Merci, Corinne. Anne, comme Charlotte sur un grand pied et Corinne, de façon plus perlée, vous recrutez. Ou du moins, vous aidez les entreprises à le faire, mais à haut niveau de seniorité et d'expertise. Constance et Corinne nous ont donné leur point de vue sur la façon d'organiser une trajectoire professionnelle, mais votre propre point de vue sera précieux. Il y a notamment la question des compétences requises. Comment voyez-vous ça ? Alors effectivement, moi je vous invite à vous projeter dans 10-15 ans. Et ce qui me paraît important pour un parcours professionnel, c'est qu'il soit le plus combiné possible. C'est-à-dire savoir saisir les opportunités, vous l'avez souligné les unes et les autres. Opportunités dans le métier de la trésorerie, avec toutes ces multifacettes et toutes ces technicités, toutes ces technologies. Opportunité aussi d'aller explorer des horizons ou des secteurs d'activité différents,
combiner conseil, ensuite aller en entreprise, avoir un démarrage. Un certain nombre de directeurs de trésorerie et financement ont démarré dans la banque, dans les salles de marché, dans le projet de financement. Enfin, il y a X métiers. Donc, varier et combiner, apprendre, je crois que c'est important. C'est aussi dans l'entreprise, alors évidemment on peut dans des grands groupes qui offrent ces facettes et cette variété, mais c'est aussi très enrichissant d'aller explorer différentes cultures et différents métiers, différents secteurs d'activité, parce que les problématiques derrière et l'impact pour un trésorier vont être différentes. Donc ça nourrit aussi des expériences. Et au-delà de la partie technicité, etc., il y a quelque chose qui est très important. Le métier de la trésorerie, c'est un métier qui est vraiment en transversalité, qui a de nombreuses interfaces dans un grand groupe ou dans un petit groupe. Donc en fait, le trésorier est celui qui a vraiment envie de se développer. Il doit développer en fait ce côté, alors c'est un peu galvaudé comme terme, mais de business partner. Donc, on l'a dit, au sein d'une fonction trésorerie, mais plus largement au sein d'une direction financière et encore plus largement au sein d'un groupe avec les patrons opérationnels. Et en termes de compétences, ça veut dire quoi? Là, on sort du champ technique spécifique, etc. C'est développer et avoir cette appétence, cette curiosité pour comprendre et apprendre. Mais pas uniquement des choses techniques, mais aussi un besoin d'entreprise, une stratégie, un contexte, une culture, des enjeux particuliers. Ça, je crois que c'est très, très important. Et puis aussi, comme on est dans un métier très technique, etc., c'est aussi vouloir, en fait, sensibiliser, éduquer, vulgariser, simplifier, en fait, le métier dans lequel je suis et qui est vital pour les entreprises. Dans les recrutements qu'on opère, donc plutôt des fonctions de direction, trésorerie et financement, en tant que chasseur de tête, puisque c'est ça mon métier, on va regarder quoi quand on a un mandat et qu'on a la chance de pouvoir accompagner une entreprise dans ce recrutement? On va regarder évidemment le périmètre de responsabilité, d'accord, et les incontournables à avoir. Mais ensuite, on va regarder l'expérience acquise. Et cette expérience, c'est dans quel contexte cette personne a évolué, à quoi elle a fait face. Vous parliez de crise, vous parliez de changement. Qu'est-ce qu'elle a développé? Quelle est son adaptabilité, sa flexibilité? Comment, en fait, elle est connectée aussi dans l'écosystème avec les partenaires extérieurs, les banquiers, les éditeurs, les prestataires, les conseils? C'est tout ça qu'on va regarder. Et si on regarde, et puis on va essayer de comprendre, nous, quels sont les enjeux pour ce futur patron de trésorerie ou financement. Et ça, c'est important. Et je vais prendre un exemple, parce que comme ça illustre bien. Je suis dans une entreprise du SBF 120, dans les services. Le cash, c'est le nerf de la guerre pour cette entreprise, d'accord? Donc elle a déjà ce qu'on appelle une culture cash très importante. Quand je dis culture cash très importante, c'est que les dirigeants et managers opérationnels de ces entreprises ont dans leurs indicateurs et dans leurs objectifs un indicateur cash. Donc ça montre... Et ben n'empêche que les enjeux du futur patron qu'on a recruté, c'était optimiser encore cette gestion de cash, veiller à ce qu'elle soit hyper secure, aller vers les technologies de pointe, vraiment pousser, insuffler, etc. C'était l'objectif numéro 1. Alors qu'on est dans une entreprise où la culture est déjà très établie, où il y a un certain nombre de systèmes, c'est aller toujours plus loin. Et puis il y avait aussi tout ce qui était aider l'entreprise à croître par ses financements, donc trouver des financements green, c'est une entreprise très engagée. Donc voilà, c'est ça qui est important, il me semble, pour faire sa route en tant que dans la trésorerie, c'est vraiment construire son parcours comme un puzzle, c'est-à-dire aller chercher les différentes pièces et puis construire, et puis s'écouter aussi. Je pense que ça, c'est très très important, parce qu'on peut avoir l'âme d'un expert, on peut avoir envie de rester aussi et tracer un sillon énormément dans une expertise. On peut avoir envie, avoir cette curiosité de s'ouvrir et d'apprendre énormément. Donc il faut savoir s'écouter aussi. C'était un point que tu soulignais. Merci beaucoup, Anne. Les trésoriers entretiennent plus qu'à leur tour un rapport passionnel à leur métier. C'est un peu une spécificité de ce drôle de métier.
il leur arrive cependant d'en sortir. Corinne nous a dit, réprobation générale, qu'elle pourrait envisager cette possibilité. Alors, ils le font, ne serait-ce que pour voir si l'herbe est plus verte qu'ailleurs. La question est la suivante. C'est pas très loin déjà de tout ce que vous avez dit, Anne, mais c'est un petit peu plus centré quand même. À quoi peuvent-ils prétendre et à quelles conditions? Et l'une des portes, c'est l'un des Graals, il y en a plein d'autres, vous l'avez dit, c'est une direction financière, c'est être directeur financier. Je vois dans la salle, ça ne se fait pas de pointer du doigt, un ancien trésorier qui est directeur financier, mais il y en a de nombreux autres. Alors c'est une évolution assez naturelle, effectivement, si on sort stricto sensu de la trésorerie du financement, d'aller et d'évoluer vers la direction financière. Alors il y a plein de façons d'y arriver. D'abord dans les métiers qu'on peut occuper, jusqu'à atteindre ce Graal de la direction financière. On peut passer par quelque chose de très opérationnel en direction financière, c'est-à-dire se frotter, rejoindre un comité de direction d'une petite business unit, être directeur financier, se frotter au métier, comprendre toutes ces facettes, comprendre comment un comité de direction d'unité opérationnelle fonctionne, qu'est-ce qu'on attend de moi en tant que financier, en quoi je vais aider à la décision, en quoi je suis clé sur le business, etc. Donc ça, c'est une première. Il y a évidemment le pan controlling, contrôle de gestion, alors qu'on peut faire de façon très opérationnelle, qu'on peut faire au niveau corporate, qui donne une vision d'ensemble et qui permet en fait de creuser en fait tout ce qui est analyse et pilotage des activités d'un groupe. Mais au-delà de ces domaines ou ce sur quoi on peut se positionner pour petit à petit tracer sa route vers la direction financière, il y a aussi la partie managériale qui me paraît extrêmement importante. Et vous l'avez souligné tout à l'heure, quand on est dans une fonction de direction trésorerie et financement, en fait, on manage des équipes d'experts, de spécialistes, d'accord? Donc ça, c'est important. Et puis souvent, on a fait pas mal de jobs dans ces domaines d'expertise. Donc on connaît bien. Quand on va aller dans le grand bain de la direction financière, d'abord, on a en général des équipes qui sont plus larges, qui sont encore pluridisciplinaires. Et donc ça, c'est important de pouvoir donc appréhender en fait des gens qui ont des parcours et qui ont fait des choses très, très différentes. Et puis c'est très important aussi d'apprendre à déléguer, d'apprendre à accepter que je ne suis pas spécialiste de tout et que je ne maîtrise pas tout. Ça, je crois que c'est important. Et voilà, et de faire confiance, de savoir s'entourer et développer en fait ces qualités managériales qui sont aussi de constituer une équipe, de savoir s'entourer, de savoir aider les gens à se développer, de les accompagner, vous l'avez souligné tout à l'heure. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est primordial pour pouvoir évoluer vers ces directions financières. Très bien, merci Anne. Nous arrivons au terme de cette table ronde, donc ça sera la dernière question. Elle est encore pour vous, Anne. Anne, vous le savez pertinemment, mieux que quiconque, la France a longtemps été réputée pour l'ombre portée de la formation initiale sur le déroulement de son parcours professionnel. En peu de mots, on serait marqué à vie par ces diplômes. Alors, est-ce que c'est toujours le cas, en particulier dans le domaine de la finance d'entreprise que vous connaissez parfaitement? Ma réponse est non. Et encore plus non pour les générations qui viennent. Alors d'abord pour une première raison, c'est qu'il y a un tel foisonnement d'accès à la formation maintenant, que en fait, tous ces parcours aussi de formation sont des parcours combinés aujourd'hui. Donc on peut arriver au métier de la trésorerie par X voies, par une formation plus généraliste, par une formation spécialiste, ensuite par des formations continues, et puis il y a plein de passerelles, il y a énormément de passerelles. Donc je crois qu'en fait, ça peut rassurer parfois certains grands groupes ou certaines sociétés de regarder le background d'éducation, d'accord, en disant ben voilà, oui, il a quand même travaillé, il a quand même fait telle ou telle étude, etc. Mais je crois, et surtout quand on grandit, quand on se développe, quand on apprend, après la formation initiale, elle est oubliée quelque part. Très bien, à la bonne heure. Merci beaucoup. Merci Corinne, merci Charlotte, merci Constance, merci Anne. On passe à la deuxième table ronde.